Euh, la rencontre de Yaakov et Esav, après 34 ans de séparation, qui avait 14 ans, Yaakov a étudié à la yeshiva de Shem et Ever, 20 ans chez Lavan, et au retour, Yaakov a toujours aussi peur de rencontrer son frère, ce qui est quand même un petit peu étonnant, parce que le temps s'est quand même écoulé, tellement de choses se sont passées dans la vie d'un homme, 34 ans, même à l'époque, c'était 34 ans, et puis il y avait d'autres expériences et tout, et comment se fait-il qu'il est tellement... Il en veut encore tellement, et Yaakov le sent très bien que ça va être difficile sur cette retrouvaille, ces retrouvailles. Il y a un pasouk dans Amos, dans le premier Pérec, Kohamar Hashem, al shlosha piche edom val arba lo hashivenu. Ainsi dit Hashem, pour 3 fautes de Edom et pour 4, je ne lui pardonnerai pas. Je ne sais pas exactement ce que veut dire ce pasouk, on le retrouve le même à propos d'Israël, pas exactement ce qu'il veut dire. Disons, il y a 3 fautes que Hachem ne pardonnera pas à Edom. Al rodfo bechereb achiv, sur le fait qu'il ait poursuivi son frère par l'épée. Veshichet rachamav, il a détruit sa compassion, sa pitié. Vayitrof la adapo, et sa colère a massacré toujours. Vevrato shemara netzach, et sa colère était gardée pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir à Esav, dit Hachem? Le fait qu'il ait poursuivi son frère par l'épée. Alors est-ce qu'il s'agissait, selon les différentes opinions, quand il est parti de la maison paternelle, qu'il a cherché à tuer Yaakov? Est-ce que c'est lorsque les Bnei Israël voulaient rentrer en Eretz et qu'ils ont demandé de passer par Édom, et Édom est sorti à leur rencontre avec l'épée? Est-ce que, comme dit le Radak, le Metsudot, c'est à l'époque de la destruction du Beth Amikdash qu'ils ont été absolument terribles contre les Juifs, quand ils ont poursuivi son frère par l'épée? Veshichet rachamav, la deuxième chose, par tous ces meurtres, c'est qu'il a détruit tout sentiment de compassion qu'il aurait dû avoir envers son frère. C'est quand même un moment... C'est son frère quand même. Ça n'existe pas. Il a tué tout sentiment de fraternité. Il a détruit ça. Et ça, c'est quelque chose de grave. Laisse-toi, n'est pas des idées, n'est pas des rancunes. Mais oublie pas, de temps en temps, c'est ton frère. En ça, il a détruit tout sentiment fraternel. Vayitrof la adapo, et sa colère a détruit dans toutes les générations. Et cela, et il n'a pas continué. Tous les siècles, on a affaire avec les massacres d'Esav. Ve'evrato shemara netzach, et sa colère, elle est gardée pour toujours. Comme ça, comme s'il est on est en train de soigner. On est en train de soigner sa colère et de l'entretenir. Et ça, Hachem ne passera pas là-dessus. C'est trop, c'est trop. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi tellement de ressentiment d'Esav. Bon, il t'a pris le droit d'aînesse, il t'a pris, tu lui as vendu. Il t'a pris les brachot. Finalement, le malach de Esav, même Esav achi yelach asherlach, tu peux garder ce que tu as. Lui-même, il pouvait envisager de renoncer à cela. Mais tout de même, je veux dire, c'est tellement une histoire qui est que dans tous les siècles, ça y est, on paye le prix de cela. Tous les siècles. Evrato shmara laad, la netzach. Toujours, tu massacres, tu as tué tout sentiment de fraternité. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui t'a fait de tellement grave? C'est grave, je ne dis pas. On peut dire que Yaakov a abusé de la faiblesse d'Esav si on veut dire les choses d'une façon mal
mal comprise. On peut dire que Yaakov lui a volé ses brachot. On peut le dire, ou ne pas le dire, ça peut se discuter. Mais quand bien même que ça, c'est des conséquences en l'an 2000, en l'an 2016, que tout le temps, tout le long de l'histoire, jamais, ça fait déjà 3000, 4000 ans que c'est comme ça, il y a un ressentiment, une haine, et pas une haine théorique, une haine entretenue, un refus de reconnaître Yaakov. Qu'est-ce qui lui a fait tellement grave? Peut-être on pourrait dire peut-être le kavod. Hein? Pardon? Je comprends pas pourquoi la question, enfin je trouve que c'est légitime de la part de ça, parce que la bracha, elle a encore son effet de nos jours. Écoute, je vais te dire, ça c'est peut-être le sujet, c'est sûrement le sujet d'un autre cours. J'ai jamais vu que cette bracha a coûté quoi que ce soit à Esav. Esav a été les puissants du monde. Yaakov n'a jamais rien reçu de cette bracha. Yaakov il a reçu les brachot. Mishmane Haaretz, oui, la fertilité de la terre. Mitala Shamaim, la richesse du ciel. C'est vrai ça? Avec Virla Chechat, cite-moi un moment dans l'histoire où ça s'est réalisé que Yaakov était plus puissant qu'Esav. Jamais. Jamais. C'est de la blague. C'est un gros problème ces brachot, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Mais ça c'est l'objet d'un autre cours. Il n'y a pas eu, ces brachot n'ont pas eu d'effet. Et Esav, mais Esav c'est les puissants du monde, ça n'a pas cessé. Esav n'a pas cessé. Peut-être les royaumes se sont succédés, peut-être les empires se sont succédés, mais c'est toujours le même Esav là derrière qui a c'est Meler Goyim, Tidal Meler Goyim, ça préfigure Esav qui arriva à liguer autour de lui les différents peuples. Alors que ça s'appelle maintenant les Romains, ou le bas empire romain germanique, ou les Germains, ou les Français, ou tout ce que vous voulez, mais c'est tout la même chose, c'est une continuité, une continuité dans la façon de comprendre le monde et de gérer le monde. C'est même mode de fonctionnement. Les Américains, c'est la même chose maintenant. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Ça, pas possible de... Alors, c'est du kavod. On va dire, voilà, il a touché à son kavod. Bon, enfin, Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est essayer d'expliquer d'où peut provenir la haine éternelle et le ressentiment toujours entretenu chez Esav, envers Yaakov. Hein, c'est ça mon problème. Il y a un midrash qui dit sur la Megillat Esther, ou Mordechai Yada, le début du 4e Perek, et Kol Asher Nasa, Mordechai était au courant de tout ce qui s'était tramé. Vayikra Mordechai et Begadav, Mordechai déchira ses habits quand il a appris les décrets d'extermination contre les Juifs de Haman, avec tout l'accord et la bénédiction presque de Achashverosh. Vailbash Sak Vaefer, il s'est revêtu d'un cilice et a versé de la pierre sur sa tête. Vayetse Betoch Haïr, il est sorti au milieu de la ville. Vayizak Zeaka Gedola Umara, et il a poussé un grand cri amer. Il est sur la place publique, il a ameuté les Juifs, il a poussé un cri déchirant. Un grand cri déchirant. Le Midrash Rabbah. Zeaka Gedola Umara, un cri grand et amer. Zaaka achat hezik Yaakov le Esav Shenema Vayitzak Tsaaka Gedola Umara. Un cri, Yaakov a fait pousser à Esav, comme c'est marqué, il a poussé un grand cri amer. On va tout de suite le voir. Venifralo Beshushan, et ça, on lui a demandé des comptes de cela dans l'histoire
d'Esther, à Shushan. Chez les Mar, Isaac Zaka Gedola Umara, le la mettra chez Ein Vatranut Lifna Kadjboukou pour t'apprendre qu'Hachem ne renonce pas à faire la justice et à sanctionner les fautes. Dans le Midrash, ce n'est pas exactement tel que le rapporte le Torah Tmima. HaKadosh Baruch Hu marich apo v'govadile. Hachem, il est long, il peut être long dans sa colère, très patient, longanime, très patient à sanctionner, mais il finit par prendre ce qu'il doit prendre. Vous êtes, mesdemoiselles? Hein? Vous voyez ici que pourquoi est-ce que Mordechai a poussé un cri dans les mêmes termes, Gedola ou Mara, Zeaka et Tseaka, c'est à peu près le même sens. L'un c'est plutôt ameuter les gens. Isaac, c'est Mordechai qui s'est mis sur la place publique pour ameuter tout le peuple, pour que les Juifs réagissent. Mais c'est la même famille que Tseaka. Ouais. Et Esav a poussé un cri grand et amer. Lorsque Esav, ayant préparé le gibier qu'il avait rapporté de sa chasse, arriva chez son père, Yomer Yitzhak Aviv, Miata, qui es-tu? Vayomer Ani bincha bechorecha Esav, c'est moi ton fils aîné, Esav. Vayicherad Yitzhak charada gdola ad mod. Yitzhak a été très incommodé au plus haut point. Vayomer miyefohu atzat saïd vayoveli. Qui c'est donc ce chasseur-là qui a capturé et qui m'a apporté Vaochal mikol, et j'ai pu manger de tout, goûter à tout, beterem tavo, avant que toi tu n'arrives. Vavarcheu, je l'ai béni. Gambarouchier, j'entérine cette bracha, je la lui donne. Kishmoa Esav et divrei aviv, quand Esav a entendu les paroles de son père, Vayitzak tsaka gdola umara admod, il a poussé un grand cri déchirant admod, plus haut point. Vayomer la vive, Bacheni gamaniavi, mais bénis-moi. Tu m'as pas gardé quelque chose? Ouais, voilà. Ça c'est le cri grand et amer de Esav auquel Yaakov venait de voler les brachot. Ce cri-là, Hachem, Marie Chapo, il attend le temps qu'il faut, mais il règle toujours les comptes. Et le compte a été réglé à Shushan. La vérité, moi je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que le pauvre Yaakov a fait dans cette histoire? Rivka dit à son fils, Vata beni shma bekoli le chol asher ani metzava otach. Maintenant mon fils, tu vas obéir à ce que je te dis, tout ce que je t'ordonne. Rivka a pris la responsabilité, elle a dit, j'ai entendu dans la prophétie que j'ai reçue au début, au moment de la grossesse, que Rav Yavot Saïr, que c'était le petit qui allait prendre le dessus, et maintenant tu m'obéis, tu dois m'obéir. Tu es obligé. Qu'est-ce qu'on veut à Yaakov? Il ne voulait pas, lui. C'est sa mère qui l'a obligé. Alors on me dira peut-être punir les descendants de la mère, c'est le punir lui, mais on dit, ce cri que Yaakov a fait pousser, pas ce cri dont Rivka est responsable, c'est Yaakov apparemment, mais qu'est-ce que tu lui veux? De toute façon, il y avait beaucoup de justification à ce cri, à cette, pardon, pas au cri, mais au fait que Yaakov a été béni par son père. On a déjà parlé de cela, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais enfin
Ça, Hachem, il va nous le faire payer. Mais on n'y pour rien. On a été dirigé comme ça par la providence et Rivka qui a reçu des révélations qu'il fallait agir de tel. Et maintenant on va payer le prix. Il y a quelque chose de pas normal. Il a crié, ben il a crié, c'est de sa faute quoi. On va tous les cris qui existent dans le. Qu'un rachat une fois écrit, halvaï que ça arrive un peu plus souvent. Qu'ils aient un peu de douleur, qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qu'ils font aux autres à longueur de temps. Et il a poussé un grand cri déchirant, très bien, déchirant, amer et tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour autant que ça y est, il est en droit de recevoir la punition, une punition de la part de son frère. Faut pas exagérer. En vérité, à ça on peut répondre que c'est sûr que Yaakov a bien agi, qu'il devait le faire. Mais le fait d'avoir pris la place de son frère, ça fait que tu dois toujours pouvoir justifier que les brachot que tu as reçus, elles te revenaient. C'est vrai que Esav, lui, aurait dû avoir ses brachot. Et quand bien même c'était normal et souhaitable que ce soit Yaakov qui les ait, mais maintenant, Vaya Kasher Tarid ou Forak Taoulo, le jour où Yaakov n'est pas à la hauteur de justifier que les brachot lui reviennent, ça devient qu'il a volé ses brachot à Esav. En soi, quand il l'a fait, il devait le faire et c'est ce qu'il fallait faire. Et il fallait qu'il obéisse à sa mère et sa mère avait raison. Il n'empêche que le fait d'avoir pris quelque chose à Esav n'est justifié que parce qu'on est au niveau de recevoir ses brachot. Et dès lors qu'on n'est plus au niveau d'assumer notre rôle, il y a une question une épée de Damoclès, il y a une menace sur l'histoire du peuple juif que tu dois justifier des choses que tu reçois. C'est pas que ça s'est mal déroulé, c'est pas qu'il y a eu un tort quelconque, mais le fait même de prendre les brachot à un rachat t'interdit d'être rachat comme lui. Et le jour où tu deviens un rachat comme Esav, à ce moment-là, il est tout à fait justifié. Vaya kasher taridou farak taoulo. Tu peux te plaindre. Esav a de quoi justifier sa plainte. Il a raison de se plaindre. Et donc, au moment de la Megillat Esther, où les Juifs, ils veulent s'assimiler aux Goïm, ils veulent participer à la Souda et devenir que Kol Goïm Israël, ils veulent dire comme tous les autres, ah, tu veux devenir comme Esav? Ah, tu aspires à laisser tomber le joug divin? Tu veux devenir Fraï? Tu veux devenir libre comme n'importe quelle nation? Ce jour-là, cette Tsaaka Gedola, ce grand cri, celui-là, il te retombera dessus. Celui-là, tu payeras pour ce cri. D'accord? Bien. On continue. Avec ça, peut-être on peut comprendre que ce cri a été puni des siècles plus tard. Mais ça ne répond pas à notre question. Notre question, mais pourquoi de la part d'Esav, il y a comme ça un ressentiment? Puis de toute façon, je dirais avec tout ce qu'Esav a déjà fait au peuple juif, il y a de quoi leur pardonner. D'arrêter, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe de si grave? Qu'est-ce qu'on lui a fait de si grave? D'accord? Alors en vérité, le verset est un petit peu difficile. Kishmoa Esav, Breshit Kavzaïn Lamed Dalet, et Divrei Aviv, Vaïtzak Tsaka Gedola Umara Admod. Vayomer Laviv Bacheni Gamaniavi. Lorsqu'Esav entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri déchirant. Admod. Admod. Admod, c'est un peu
bizarre de dire Tsaka Gedola Umara Ad Meod. Ad velo ad bichlal. C'est-à-dire jusqu'à, mais pas tout à fait. Par exemple, il y a des descriptions de femmes sur dit Meod, elle était effectoire, Meod, elle était magnifique, Meod. Il y a des femmes qui ont été qualifiées de elle était yafa ad meod. Ad c'est jusqu'à, mais pas inclus. Tu vois, cette femme était magnifique, presque. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre quelqu'un qui est magnifique sans restriction et quelqu'un qui est magnifique, presque? Hein? Il y a une limite. Oui, tout à fait, tu as raison. Une limite. Il y a une restriction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dérange là-dedans. Normalement, on va voir quelqu'un de beau, de très beau. On va dire, ah, quelle belle créature. Hein? Une femme, elle est superbe. Mais, ad meod, ça veut dire, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. C'est une grosse restriction. On n'est pas en train de, quand on dit, ah, c'est fantastique, mais 92%. Ça veut dire, il y a quelque chose qui manque. Et autant on est sensible à la beauté parfaite, mais avec quelque chose de mauvais goût, avec quelque chose de... Il y a quelque chose qui nous empêche, parce qu'on aimerait bien admirer jusqu'au bout quelque chose de beau, c'est fantastique, mais il y a quelque chose un peu de triste là-dedans, il y a quelque chose d'un peu... Il y a une frustration chez nous de... Écoutez bien. Esav, quand il a appris, quand il a tout pris, il a crié. Très fort. Enfin, pas tout à fait. Oh non, c'est pas de l'espoir. Pardon? Pas très honnête. Pas très honnête. Pas très honnête. Comment? Il était peut-être content d'en vouloir à Yaakov, comme ça il a une raison valable de pouvoir... Toi, t'as trop écouté les questions du début. Et c'est pas de me faire plaisir. Pardon, vas-y, moi. C'est pas jusqu'au bout. C'est tout à fait. Et... quelque chose d'autre, quoi. Tu vas dire son père, sa mère, sa grand-mère. Tu peux trouver toute la famille ou d'autres choses. Mais il y avait quelque chose à côté. Oui, bien. Vous dites des choses justes. Mais on va le dire un peu autrement. Esav n'est pas un homme qui n'a pas de moralité. Lavan, c'est quelqu'un qui n'a pas de moralité. Lavan n'a pas la moindre ambition, le moindre... il se mesure nullement à des critères de morale. Il n'en a rien à faire. Rien. Lavan, c'est un menteur il ment comme il respire. Première fois où on voit Lavan, regardez comme je le hais rien qu'à cause de la première fois où on le voit. Quand est-ce qu'on le voit la première fois, Lavan? Pardon, avec Rivka, quand? Quand Eliezer il vient chercher Rivka. Oui. Comment il parle à Eliezer? Oui, oui, d'accord, oui, il l'embrasse, il l'étreint, oui, non, il n'a pas besoin parce qu'il est venu riche. Ça, c'était avec Yaakov. Mais lama ta'amod bachutz v'ani pineti habayit. Mais pourquoi tu restes dehors? Moi, j'ai nettoyé la maison, la place. Hamar,
J'en sais quelque chose, moi. Tu es en train d'inviter Zama quelqu'un, mais qu'est-ce que tu restes dehors? Ah, c'est un bal chesed. Oui. Ah, tu écoute, il y a de la place chez moi. Regarde la façon de mettre les gens mal à l'aise. Il dit, mais j'ai nettoyé la maison. Je sais, moi, que tu as nettoyé la maison. Je sais que tu as une maison où il y a de la place pour moi. Il demandait à Rivka, il y a de la place pour passer chez vous? Comme ça, Eliezer demande. Il ne connaît pas les richesses de Lavan et de Bethuel. Mais on t'accueille. Mais, oui, déjà ça, je dis pas c'est de la malhonnêteté. Oui, c'est de la malhonnêteté. Oui, c'est de la malhonnêteté de mettre quelqu'un en défaut, comme si il loue. Mais qu'est-ce que tu as resté là? Mais il y a de la place chez moi. J'ai fait de la place. Je sais quelque chose, moi. Tu invites le bonhomme en le mettant mal à l'aise. Oui? Oui, mais c'est déjà la première fois. Rien que je vois ce truc-là, j'ai dit, ça y est, Lavan n'en a plus besoin de me rappeler qui c'est. Ça y est, je sais, il a un nom sur lui. Oui? Quoi qu'il en soit, disons. Lavan est un homme sans moralité. Esav n'est pas un homme sans moralité. C'est un homme qui, quand il a ses intérêts, il n'y a rien qui existe. C'est pas qu'il n'y a pas de moralité. C'est quelque chose de plus important pour lui, c'est de profiter de la vie, de jouir. Ça, pour lui, c'est plus important. Et pour cela, il effacera toutes les obligations morales. Mais c'est un homme qui a des repères. C'est un homme qui se mesure à son père, qui essaie d'être comme son père. Esav de Gematria, les anciennes, la même valeur numérique Esav que Shalom. Esav de Gematria Shalom. Tu demandais qui c'était Esav à notre époque? L'ONU. Tu as déjà entendu les discours à l'ONU? C'est des tueurs, un derrière l'autre. Poutine, Obama, Petit Hollande, etc., 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 etc. Il faut avoir la pitié, il faut truc, et le sort d'Alep, et ta sœur, etc., et on tient... Que des discours de shalom et de trucs, et pour le bien du monde, etc. Tout le mal qu'ils font, c'est pour le bien du monde, ils se préoccupent que du bien du monde. Gematria Shalom, c'est comme ça qu'ils se présentent. Il se mesure au shalom, il parle de shalom, seulement quoi? Il est Harif le Ramoth. Et que Yaakov et Ishtam, alors Ravolbe dit, c'est pas que Yaakov est un crédule, naïf, innocent. C'est pas un simplet, pas du tout, c'est un homme de Torah. C'est un homme brillant de brillant et fin de chez fin. Qu'est-ce qu'on peut commencer à dire? Alors on a l'impression qu'il est un peu ballotté par tous les... Ouais, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais seulement il n'est pas Harif le Ramoth. Alors Ravolbe, il explique les choses comme ça. Quand un homme a des intérêts, il a des nugiotes, il a des intérêts dans quelque chose, il est prompt à se trouver des excuses. On n'arrive jamais à reconnaître qu'on a tort, vraiment. Alors, on a 1001 justifications. Même quand on fait mal, pourquoi on l'a fait? C'est toujours justifié. Harif, le Ramoth, c'est quelqu'un qui est toujours rapide à se trouver toutes les excuses du monde. Il trompe tout le monde, lui en premier. Et savent, tout ce qu'il fait, c'est un rachat. Il est dans le livre Guinness des records de la richoute, tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Mais c'est un homme qui a toujours des raisons et des explications. Il a toujours des justifications derrière. Il est Harif le Ramoth. Yaakov, non. Ah, c'est pas que Yaakov, il n'est pas subtil, fin, stratège et tout ce que vous voulez. Il est tout ça. Mais il y a une chose qu'il n'est pas, c'est qu'il est toujours en recul par rapport à lui-même et en situation critique, jamais en train de couvrir les choses qu'il est en train de faire. Un truc que je trouve extraordinaire chez Yaakov, par exemple, c'est que les enfants de Yaakov, sauf, vous allez me dire qui,
C'est toujours les femmes qui leur donnent les noms. Chez qui c'est pas les femmes qui leur donnent les noms? Pardon? Oui, c'est vrai, Binyamin, mais ça, oui, ça c'est une autre histoire. Tu as raison. Non, c'est Lévi. Vaïkrat Shomo Lévi. Mais c'est toujours les femmes. Et ce qui est incroyable, d'abord, disons, comment c'est l'homme, lui, il aurait pu quand même revendiquer au moins qu'un coup sur deux, alternativement, c'est à lui de donner les noms. Mais beaucoup plus que cela. Elle a appelé le premier Rouven, Kira Hachem et Toni. Hachem, il a vu ma misère. Quoi, c'est ça le nom que tu donnes à ton fils? Que la maman, elle appelle, mon fils, il a vu Hachem, il a vu ma misère? Qui shama Shimon, qui shama kisnu anochi. Il a entendu que je suis haï. Ça veut dire, au fond, quand tu entends quelque chose, ça veut dire que ça ne se voit pas, mais tu l'entends. Ça veut dire que ça ne se voit pas. Yaakov, il est très gentil avec Léa. Il est très gentil. Mais Léa, elle est aussi fine. Et elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose dans le manque d'empressement de Yaakov pour elle, que elle espère, elle a des enfants, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et tout ce qu'elle veut, qu'il m'aime. Elle a un enfant, elle dit à Hachem, il a... Mais Bono chez l'Olam, comment est-ce que Yaakov Avinu, il a pu garder des noms pareils? Comment sa femme, elle dit, oui, mon mari, ben, il a un problème avec moi. Oui, mon mari, quelque part, il me supporte pas. Mon mari, oui, il joue la comédie, mais Hachem, il a entendu là derrière qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Et Yaakov Avinu, ça c'est un tzaddik. Vous comprenez que c'est un tzaddik, c'est pas de la théorie. C'est que ça l'encaisse. Il dit c'est comme ça, elle le ressent comme ça, et c'est comme ça, et c'est avec ça qu'il faut vivre. C'est pas quelqu'un qui va essayer de... Ah bon, d'abord, c'était pas à toi de donner le nom. Ça, il t'a déjà donné Rouven, c'était déjà très gentil, je l'ai laissé en première. Maintenant, moi, Shimon, c'est à moi de le donner. Rien du tout. Et les noms, ils sont des noms qui sont contre lui, qui disent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez Yaakov, par rapport à Léa. Il a laissé ses noms. Moi, je trouve que c'est quelque chose de... Faire des discours que Yaakov, c'est un tzaddik, c'est peu de choses. Mais un truc comme ça, de se rendre compte que le père, il va accepter que cet enfant, il a le nom qui est une critique vivante pour lui. Moi, je dis, mais quel homme, ce Yaakov! Il n'est pas du tout en train d'esquiver les problèmes, il prend les problèmes à bras-le-corps. Et ben voilà, et ben ça marche pas, je ne suis pas à la hauteur de ma femme. En fait, de ce qu'elle peut attendre de moi. C'est pas elle qui a donné le nom. D'abord, c'est pas vrai parce qu'il n'a pas accompagné, il est resté chez Rachel, même derrière. Et ensuite, c'est Hachem qui a Vayikra et Shomo Lévi. Marqué après, elle a dit maintenant mon mari, quand elle a eu Lévi, elle a un truc, ah ça y est, maintenant le mari, ça y est, j'ai fait un quart des enfants, je suis une des 4 femmes, j'ai fait ma part. Maintenant, il va maintenant être avec moi. Mais c'est pas elle qui a donné le nom de Lévi, il y a autre chose dans le nom de Lévi, c'est les Matanot Kouna, etc. Je rentre pas dans les rachis là-dessus. Le nom, c'est pas lui qui l'a donné. Et peu importe, de toute façon, qu'un jour cette histoire, elle a pu s'arranger, qu'elle ait pu s'arranger ou pas, c'est quelque chose d'invraisemblable que Yaakov, il assume le fait qu'elle a des noms qui sont une critique vivante à son comportement avec sa femme. Ça, c'est Yaakov. Il n'est pas Harif le Ramoth. Il n'est pas en train de toujours chercher des excuses. Il sait ruser, il sait faire des trucages, il sait passer avant son frère, il sait lui acheter le droit d'aînesse, il sait agir comme il faut agir, il sait, mais jamais il ne fait passer son intérêt avant la morale. Et ça, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans ce problème. Et Sav, il a envie de quelque chose, il n'y a pas de morale, il n'y a rien qui tient. Il a envie d'une femme, elle est mariée, bon, ok, à qu'à ça ne tienne. Il veut garder ses femmes, il voit que les femmes déplaisent fortement à son père et à sa mère, et il va choisir encore une autre. Une fille d'Ishmaël au lieu de divorcer. Mais toujours il est comme ça. Il fait ce qu'il veut. Chez lui, c'est son ventre qui décide de tout. Achol v'chato kimacha namut. Dépêchons-nous de profiter de la vie, demain on est mort. Qu'est-ce qui dit ça, demain on est mort? Le corps. Le corps est demain mort. Le Shama, il ne peut pas mourir. Le corps, demain il est mort.
Chez lui, c'est le corps qui parle. Et tout, mais il a de la morale. Et il est de la morale, et il est Harif le Ramoth. Et il est un champion, un expert dans l'art de tromper les autres. Déjà dans l'art de se tromper lui-même sur son propre compte. D'accord? Et lui, il veut se prétendre le premier. C'est lui le premier, c'est lui l'aîné. Mais vous savez, je vous ai déjà dit, le vrai aîné c'est qui? C'est Yaakov. Comme on voit que quand Miata Beni, qui tu es mon fils? Qui es-tu mon fils? Anochi Esav Bechorecha, c'est moi Esav ton premier. C'est comme ça que Yaakov il dit. Quand il y a l'autre qui s'amène, quand il y a Esav qui vient, Miata, il appelle même plus son fils parce qu'il a vraiment trouvé déjà son fils. Oui, Miata, Vayomer Ani bincha bechorecha Esav, c'est moi. Mais c'est pas Anochi, c'est Ani. Je, tu, il, elle. Je suis ton fils. Yaakov il dit Anochi, moi je suis ton frère aîné. Moi je suis Esav l'aîné. Anochi c'est fort, c'est mon être qui est comme ça. Moi je suis l'aîné. Esav c'est pas l'aîné. Ani, Esav, moi je suis l'aîné. Je suis l'aîné, tu es le deuxième, tu es le troisième, moi je suis le numéro un. Pas plus. Ça veut dire qu'en vérité, il n'est pas vraiment l'aîné, fondamentalement. Il est peut-être né, sûrement né le premier, mais il n'est pas fondamentalement quelqu'un qui a les caractéristiques de quelqu'un qui est un aîné. Comprenez? Mais ça, Esav, il ne s'en rend pas compte parce qu'il est toujours en train d'avoir des prétentions, d'avoir une image de lui-même, d'avoir des justifications sur tout ce qu'il est en train de faire. Et le jour où il perd les brachot, c'est sûr qu'il crie, il hurle. Ad meod, mais pas tout à fait, pas totalement. Pas jusqu'au bout. Alors moi je pense que c'est ça qui est le moment le plus important entre Yaakov et Esav. À ce moment-là, il est en train de découvrir que finalement, ça lui fait pas tellement que ça. C'est le moment où le voile s'est déchiré. Où une fois, il a pris conscience. À cause de Yaakov, il prend conscience que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la comédie. C'est pas du vrai. Il se rend compte que c'est pas du vrai. Pourquoi? Parce que quand il voit qu'il a perdu le droit d'aînesse ou les brachot, ça lui fait mal. C'est sûr qu'il crie. C'est sûr qu'il est sincère. Mais pourquoi il ne crie pas jusqu'au bout? Parce qu'en vérité, il revendique des choses, il prétend à des places, il prétend être quelqu'un, mais ça, la vérité, c'est qu'Esav, il veut juste bouffer, profiter, jouir. C'est ça son mot d'ordre. C'est que cela. Seulement, il passe son temps à s'imaginer Esav, Begematria, Shalom. C'est comme si vous reprenez tous ces assassins. Ça veut dire, je ne sais pas combien il y a 150 pays ou 250 pays. Oui. Alors, tous ces 250 pays, c'est une assemblée de criminels dans lequel on va parler de chacun, tous les crimes qui sont dans leur pays. Mais des vrais crimes, pas des petits trucs. Oui. Mais c'est tous des gens, c'est pour le bien et la démocratie, et pour le truc, et pour le machin. Ils viennent tous avec du discours, et il n'y a rien de vrai là-dedans. Et Yaakov, il a mis à Esav le nez là-dedans. Il lui a, en le mettant dans une situation où il a enlevé ses brachot, Yaakov, Esav réagit. Mais il ne réagit pas jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Que Yaakov, et c'est ça la raison, d'après moi, pour laquelle Esav en veut toujours à Yaakov, il a déchiré le voile, il l'a mis face à lui-même, il l'a montré une situation, il l'a mis dans une situation où il s'est rendu compte que tout ce qu'il fait, c'est du vent, mais que lui, il est ailleurs, il n'a pas de moralité. Parce qu'on croit, on peut se consoler en disant, c'est pas de ma faute, j'ai des excuses, je le fais pour le bien,
j'assassine quelqu'un, mais c'est pour son bien, ou pour son ceci, ou pour son cela, toujours avec des prétextes, des excuses et des explications et des justifications. Toujours. Oui. Et ça veut dire, on peut se prétendre, on est des gens honorables. Honorables. Le monde, c'est plein de gens honorables. Et c'est très important qu'on soit tous honorables, et on y tient. Et c'est le jour où on se rend compte que c'est pas... Et c'est la même chose que quand on dit que, pourquoi l'endroit il s'appelle Sinaï? Parce que Yarda Torah l'Olam, Yarda Sina l'Olam, c'est la même chose au niveau des peuples. Le jour où la Torah elle était donnée, la haine est descendue dans le monde. Quelle haine? La haine, c'est que tout le monde a répondu absent, à ce moment-là, ils ont répondu présent. Les Juifs, c'est les seuls qui ont reçu la Torah. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les Juifs, ils mettent le monde face à leur nullité. Quand les Juifs, ils ont fait quelque chose que personne n'a voulu faire, personne n'a voulu recevoir la Torah. Et les Juifs, ils ont reçu la Torah, ils ont accepté la Torah, ils ont voulu de la Torah. Ce jour-là, ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont signé leur condamnation à mort, les Juifs. Pourquoi? Parce que de ce jour-là, les nations ne peuvent pas leur pardonner que c'est l'image de la nullité des nations, c'est Matan Torah. Vous voyez? Ce qui s'est passé avec Esav, cette haine-là, ça on ne peut jamais passer sur cette haine. Pourquoi est-ce qu'Esav il est tellement... C'est pas une question de kavod, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est beaucoup plus grave que cela. C'est que Esav, il passe son temps à s'imaginer avoir une image de lui. Une image correcte, présentable, lisse, honorable. Il passe son temps à cela. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu sais, c'est pas ça le moteur de ton truc, c'est pas grave. Voilà, le nez, on leur met le nez dans ce qu'ils sont. Et de la même façon, la naissance de l'antisémitisme, c'est ce moment-là. C'est ce moment où Esav, on lui a montré, on lui a donné l'occasion de se rendre compte qu'en vérité, c'est un pauvre, pauvre, pauvre type. Et ça, il l'a vu sur lui. Il a vu qu'il n'a pas crié jusqu'au bout, il n'a pas hurlé jusqu'au bout. Il a hurlé jusqu'au bout. Non, il peut vivre avec ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pour lui de définitif. Il ne peut plus vraiment, au fond de lui, prétendre être ce qu'il veut prétendre, ce qu'il prétend être. Oui. Et ça, il ne peut pas pardonner au Bnei Israël. Et de la même façon, les nations ne pourront jamais pardonner à Israël le fait que les Juifs, ils sont les seuls qui ont reçu la Torah. Oui. Bien. Ça, je dis, c'est l'origine d'eux. Maintenant, on va continuer un peu. Dans la paracha de la semaine, il y a quelque chose de difficile. Quand Yaakov a envoyé tous les cadeaux à Esav, alors, Perek Lamed Gimel, Pasuk Dalet, ou Pasuk Gimel déjà, Boavar Nifneem, Yaakov passe devant son camp pour affronter Esav. Il est prêt à l'affronter. Vaishtachu Artsa Sheva Pa'amim. Il se prosterne à terre 7 fois. Ad Gishto Adechav, jusqu'à ce qu'il approche de son frère. Vayarotz Esav likrato. Esav court à sa rencontre. Vaïchabkeu, il l'étreint. Vaïpol al Savarav, il tombe sur son épaule. Vaïchakeu, il l'embrasse. Vaïvkou, et ils pleurent tous les deux. Oui, bien. Vous avez ici Rachidi, Nidgalgelu, Rachamav, Kesheraou Mishtachave Kola Ishtachavudalala. Il s'est ému au moment où il a vu que l'autre, il faisait des courbettes et il se prosternait et encore et encore et encore et encore. Il s'est ému de cela. D'accord? À ce moment-là, Esav court à sa rencontre. Il l'enlace, il l'étreint, il l'embrasse et il pleure. Ça irait bien cette histoire-là s'il n'y avait pas une difficulté dans le verset.
il y a une difficulté dans le verset, c'est que Vaïshakeu, il l'a embrassé. Il y a des points dessus dans la Torah. Comme pour te signaler, tu sais, attention, il y a un double langage ici. Il l'a embrassé, mais enlève le mot Vaïshakeu, il l'a pas embrassé du tout. Alors, une grande discussion entre les Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vaïshakeu nakud alav. Il y a des points là-dessus pour signaler, attention. V'yesh cholkim bedavar, il y a une discussion là-dessus, bedavar azé. Le Braïta de Sifré. Yesh darshu nukudazu lomar. Certains interprètent pourquoi ça a été ponctué. Lomar shelun shako bechol libo. Il a embrassé, mais pas de tout cœur. C'est une restriction. Oui, il a embrassé, pas tellement que ça. D'accord? Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Halachai beyadoua she'esav sonné les Yaakov. C'est sûr que c'est une réalité. Halacha le Moshe Mishina, une chose qui est une vérité vraie, c'est que Esav, il est son frère. Mais ce jour-là, il a été honnête. D'accord? Ça va, mesdemoiselles? Un verset difficile. On lui décrit Nil galgelou rachamav al kol ishtachavot alalou. Il s'est ému de toutes ces courbettes, de toutes ces soumissions incroyables. Il s'est ému. Bien. Mais moi je comprends ni les Chachamim ni Rabbi Shimon. Pourquoi? Les Chachamim disent pourquoi est-ce qu'on a ponctué? On veut nous signaler quelque chose quand il l'a embrassé. Mais on veut nous signaler quelque chose, mais c'est pas quoi. Ah, ils vont dire il l'a pas embrassé complètement. C'est marqué qu'il l'a embrassé, mais pas complètement. Moi, ce qui m'est difficile, c'est que je ne croirais pas un truc pareil. Regardez le verset. Il a couru, il l'a enlacé, il est tombé sur son épaule. Ils ont pleuré, mais pas tout à fait. Et ils ont pleuré, mais il n'a pas embrassé tout son cœur. C'est pas ça qui est marqué dans le verset. C'est marqué dans le verset qu'en vérité, il est très ému. Il court, il se bouge, il se truc. Mais quand il l'a embrassé, il n'a pas embrassé complètement. Oui, c'est vrai, il y a des points là-dessus. Oui, il y a quelque chose à dire, mais c'est quand même un peu difficile parce que ce qui est marqué, c'est pas ça. Et ensuite, il lui proposera de faire route commune. Et il insistera, je vais venir avec toi, j'envoie des hommes, même si tu veux pas. J'envoie des hommes, je vais te protéger. C'est pas du discours. Esav, il n'a jamais besoin de faire des discours. Il fait des... Ça veut dire qu'à ce moment-là, vraiment, il a voulu faire quelque chose. Il voulait faire outrance. Il voulait... Alors, il a embrassé, mais pas totalement. C'est difficile. N'est-ce pas? Bon. Rabbi Shimon Bar Yochai, je trouve pas que c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il dit... Non, il a été, regarde le verset, il a été très sincère. Mais il n'y a que cette fois-là qu'il a été sincère. La seule fois où Esav a embrassé sincèrement son frère, c'était cette fois-là. Alors moi je ne vois pas quel est l'intérêt de nous le dire. C'est une histoire qui s'est déjà passée depuis très longtemps. C'est du passé cette histoire. Qu'est-ce que ça nous intéresse qu'une fois il a été sincère? Écris-moi cette histoire. Écris-moi ça. Et puis à part ça, moi je verrais bien des textes que Esav, il n'aime pas du tout son frère, et qu'il est son ennemi, et qu'il le persécute à toutes les bonnes occasions, etc. Et tu me donneras le verset qu'on a commencé à lire de Amos, dans lequel tu vois qu'il a toujours entretenu sa colère, son truc, mais j'ai pas besoin, c'est pas le moment quand une fois il l'a embrassé pour dire, non, il y a cette fois-là. Et bon, on voit ici qu'il a embrassé, laisse-le tranquille. Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Le Midrash Rabbah, il dit comme ça. Il est venu pour le mordre. Il est venu pour le mordre, mais la nuque de Yaakov, elle est devenue dure comme du marbre. Et il s'est brisé les dents là-dessus. Alors c'est ça qu'ils ont pleuré.
L'un, il pleurait parce qu'il lui a fait mal, et l'autre, il pleurait parce qu'il s'est brisé les dents. Bon, ouais, 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 ouais. Alors quoi, qu'est-ce qu'il veut le Midrash? Il y a eu comme ça un miracle que... Moi, ça me rappelle un autre miracle du même genre. Lequel? Moshe, très bien. Que quoi? Pardon? Le bourreau. Vayatzileni mecherev paro. Hachem a sauvé Yaakov de l'épée de Paro. Qu'au moment où Moshe a tué l'Égyptien, il a été attrapé, il a été livré au bourreau, et sa nuque est devenue dure, et l'épée de Paro, du bourreau, s'est brisée là-dessus. D'accord? Encore un miracle. Oui, je pense qu'on n'est pas en train de nous parler de miracles, mais d'autres choses. Vous avez déjà certainement vu, les garçons, ils aiment bien jouer à ce jeu. C'est du jouer comme ça, vous prenez les mains, là, comme ça, et l'autre, il met les mains dessus. Vous connaissez ce jeu? Il faut taper vite dessus, et quand il les retire, si on n'arrive pas à le taper, alors c'est l'autre qui se met en dessous. Vous connaissez, tout le monde connaît ça, hein? Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça? Vous pouvez jouer dans la récréation, vous aurez le droit de jouer à ça. Hein? Voilà. Parfois, il y a quelqu'un qui est nul à ce jeu. Il est lent. Le temps qu'il va retirer ses mains, il a eu le temps d'attraper 2 claques. Bon, il est lent. Mais quoi? Mais il a une résistance de chien. Et l'autre, il lui tape dessus. Et les mains, elles deviennent rouges. Elles deviennent vertes, elles deviennent violettes, elles deviennent mauves. Elles passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le gars, il continue à jouer. Vous avez déjà vu ce jeu? Vous connaissez ça? Un jeu de garçon. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Un peu plus fort. C'est celui qui est lent qui gagne quand même grâce à son endurance. Voilà. On va dire un tout petit peu autrement, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Le gars, il en a marre de frapper. Il s'est acharné dessus. Il a voulu encore, il taperait encore plus fort la prochaine fois. Il tape encore plus fort. Il n'en peut plus. Et c'est saleté de gars là, mais qu'est-ce qu'il veut encore que je le tue? Mais il lui tape, et il lui tape, et il lui tape, et le gars il reste. Et les mains, ils prennent toutes les couleurs et tout ce que vous voulez. Oui? Qui est-ce qui a perdu? Esav. Vous savez pourquoi Esav il perd? Parce que Yaakov, c'est âme que chez Oref. Yaakov, il a une nuque en marbre, en béton, oui. Il a une nuque que le peuple juif ne se plie pas. Le peuple juif, il fait toutes les concessions du monde. Le peuple juif, il accepte tout. Le peuple juif, il se souvient à tout. À tout ce que tu veux, je te prosterne 7 fois et plus si tu as envie. Mais il y a une chose, c'est que je ne bougerai pas. C'est que Yaakov, il est tellement fort. Yaakov, il est tellement fort qu'il peut faire toutes les concessions, il peut se faire exploiter, il peut se faire violer, il peut se faire prendre de force, il peut se faire expulser, il peut faire tout ce que les goïms ils ont fait, tout. Mais le peuple juif, il reste. Pourquoi? Am que chez Oref. Le peuple juif, il ne bouge pas. D'ailleurs, c'est ça la difficulté aussi avec Hachem, le peuple juif, il ne bouge pas. Mais c'est la grandeur du peuple juif extraordinaire, ils ont une nuque de marbre, et plus. C'est-à-dire que leur réalité, eux, ils sont comme ils sont. Ouais, ça c'est Yaakov. Esav, il n'est pas ce qu'il est. Esav, il n'arrive pas à être Esav jusqu'au bout. Admeod. À un certain moment, le voile se déchire. Mais Yaakov, il va gagner parce que Yaakov, il a une nuque sur laquelle il y a tout qui se brise.
Et l'autre, quand il veut te mordre, il veut te faire passer l'épée, tout ça. On n'est pas en train de parler qu'il y a un miracle extraordinaire à ce moment-là, juste quand Esav il vient. Il court, il est ému. Il est ému. Il court, il est ému, il va l'embrasser et après il va mordre. Arrêtez. Arrêtez, on raconte pas des histoires comme ça cadre pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Esav a été battu par Yaakov. C'est que lui-même, il est obligé de renoncer à taper dessus. Il ne peut plus. Il en a marre de taper sur les Juifs. Ça suffit de les persécuter. On n'en peut plus. Il a les mains qui sont vertes et qui sont jaunes et qui sont bleues et qui sont roses et qui sont oranges et qui sont tout ce que vous voulez. Il a des mains qui ne reconnaissent plus le peuple juif. Et il y a les 6 millions de morts et il y a des morts et encore et encore et encore et encore et encore. J'en ai marre, ça suffit. Esav, quand il a vu son frère, que son frère jusqu'où il va, qu'il est capable, qu'il ne fait aucun cas de son honneur, il se plie, il se truc, il se fait machin. C'est comme le gars que tu es en train de cogner dessus. Tu cognes. À la fin, tu es écœuré de cogner. J'en peux plus. Ça, une victoire par jet de l'éponge, ça s'appelle. Le gars, il abdique. Et ça, c'est ça ce qui lui est arrivé ici avec Yaakov. Paro aussi, quand on veut dire que c'est pas que l'épée, elle est devenue et c'est brisé, c'est pas des trucs comme ça. Ça veut dire que Moshe est un homme d'une telle force, il est tellement plus fort que tout. Nous, on croit que ce qui est plus fort, c'est la force. Mais la force, c'est pas la chose la plus forte. La chose la plus forte, c'est pas les chefs militaires, c'est pas la puissance, c'est pas la richesse, c'est pas Esav et c'est pas Paro. La force la plus grande, c'est la force intérieure qu'il y a chez quelqu'un comme Yaakov ou chez Moshe. Et contre cela, tu te brises. Tes armes se brisent. C'est pas du miracle. C'est le fait que les goyim, ils deviennent fous. Et c'est aussi leur haine pour Israël. C'est comme la haine de quelqu'un, mais je te tuerai. Mais ça suffit pas, mais je te tuerai encore plus. Je taperai encore plus fort. Ça ne suffit pas, alors je taperai encore plus fort. Et il tape, et il tape, et il tape. Et le peuple juif se plie. Mais à la fin, les goyim, ils sont obligés de jeter l'éponge. Et c'est ça ce que ça veut dire dans ce verset. Vous comprenez que malgré lui, il est obligé de déclarer son frère vainqueur. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas pour nous dire qu'une fois dans sa vie, il a été ému, il a embrassé de toutes ses forces. Et si ça s'est plus reproduit, alors c'est pas intéressant, mais c'est pas ça qu'on vient dire ici. On vient dire que tu as l'impression, britsoniut, extérieurement, quand tu regardes les trucs de l'extérieur, tu as l'impression qu'ici, il y a un grand perdant et un grand vainqueur. Le grand perdant, c'est Yaakov qui a dû se soumettre encore, et plus que tu peux imaginer. 7 fois, il s'est soumis. Tellement qu'il s'est soumis, oui. Tu as l'impression qu'on ne peut pas soumettre plus que ça. Et le vainqueur extraordinaire, c'est Esav qui a une puissance de feu extraordinaire, qui a des chars, des canons et de tout ce que tu veux, qui est puissant comme tout. Tu crois ça, et maintenant c'est le moment qui nous révèle, tu vois. Esav, lui-même, il a été obligé de déposer les armes. Il n'en pouvait plus de massacrer les Juifs. Et pourquoi? Parce que les Juifs, c'est l'inverse de Esav. Esav, il passe son temps à se jouer la comédie. Et c'est pour cela, c'est parce que les Juifs, ils lui ont montré, c'était le premier texte, parce que les Juifs, ils lui ont montré que c'était une comédie qui se jouait, ça, il peut pas pardonner une chose pareille. C'est impardonnable d'avoir montré à quelqu'un, d'avoir reçu la Torah quand tout le monde a dit non, c'est pas pardonnable. Yarda sinalola. Il y a de la haine qui est créée là-dessus. On les a remis en question jusqu'au bout. Ils ne peuvent plus. Quelqu'un leur dit, vous savez, votre truc, c'est de la comédie. Tout votre truc, c'est de la comédie. Et ça, tu arrêtes de faire le truc du premier-né et des brachot. Arrête avec cette histoire. Et ça les tue. Parce qu'il y a des gens qui ont une prétention à la morale, ils veulent être des gens bien, et ils expliquent toujours que c'est des gens bien.
Mais le peuple juif, il n'est pas comme ça. Le peuple juif, c'est que jusqu'au bout, et jusqu'au bout, Yaakov, il pliera pas. Il n'arrête pas de se courber, il n'arrête pas de se prosterner, il n'arrête pas d'être écrasé, mais il a une nuque, ça veut dire qu'il ne se tourne pas. Il est comme il est fort comme il est, et il peut arriver tout ce que tu... Alors tu crois que le peuple juif, il a disparu? C'est pas vrai. C'est les autres qui déposent les armes, c'est les autres qui sont obligés de faire la pitié et de déposer les armes devant eux. Voilà.